Bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes de retour pour cette dernière partie de Toujours debout en compagnie de Younes Abzouz, journaliste à Mediapart. Dans 2 enquêtes, il s'est intéressé à l'importation du conflit israélo-palestinien dans les rédactions et l'université française où règne un climat de chasse aux sorcières entretenu par le gouvernement pour toute parole jugée pro-palestinienne. Une situation inédite dans un milieu où la démarche réflexive et critique est un pilier. Un débat scientifique serein à distance des agendas politiques et de la position du gouvernement est-il encore possible? C'est la question que se posent les enseignants-chercheurs et que Younes Abzouz a également posé. L'entretien d'actu, c'est maintenant. Bonsoir Younes. Bonsoir. Alors tu es l'auteur de l'enquête dans certaines rédactions, le conflit israélo-palestinien échauffe les esprits, et tu es le co-auteur d'une seconde intitulée Conflit israélo-palestinien, une chape de plomb s'est abattue sur l'université française. Je te propose d'évoquer d'abord la première enquête qui souligne à quel point les débats éditoriaux sont particulièrement vifs au sein des médias français. Tu décris un malaise et des clivages qui se cristallisent sur la crainte d'être accusé de partialité et une preuve, s'il n'en fallait qu'une. Cet échange entre le journaliste de TV5 Monde, Mohamed Kassi, et un officiel de l'armée israélienne qui date du 15 novembre dernier. Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Je rappelle d'ailleurs que des musulmans ont également été massacrés par le Hamas le 7 octobre et que cette opération, qui est pour nous existentielle, se fera dans le contexte du respect du droit international. Mais entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond, selon vous, au respect des règles et du droit international, et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi, je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, mais moi, je la pose aussi. Vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain. Vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le Hamas, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré des enfants, éventré des femmes, brûlé des gens, brûlé des maisons. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Alors le journaliste a été désavoué publiquement par sa propre chaîne par voie de communiqué le 20 novembre. Younes, est-ce qu'on a déjà vu ça dans la profession? Alors, pour être honnête, de mémoire de journaliste rubricard sur les médias, non, je crois pas. C'est assez inédit cette manière de régler, on va dire, des conflits internes par voie de communiqué public. Et oui, c'est certain, et ça fait aussi suite ce que je raconte dans mon enquête, et j'ai interrogé plusieurs journalistes de la rédaction de TV5 Monde. Ça fait suite à plusieurs semaines de débats assez animés, mouvementés sur la manière de traiter le conflit israélo-palestinien, des questions qui sont posées notamment sur le choix des mots. C'est sur cette question-là que se sont cristallisées, on va dire, les tensions. Voilà, des journalistes qui m'ont expliqué, qui m'ont rapporté que le mot colonialisme était parfois un peu proscrit, parce que TV5 Monde, c'est pas qu'une chaîne de télé, c'est aussi un site internet d'information. Donc parfois dans certains articles, ce mot-là a été proscrit. Aussi sur les angles, voilà. Donc c'est à dire que ça fait suite quand même à plusieurs mois de polémique, et ça a culminé effectivement dans cet échange entre un journaliste et le porte-parole de l'armée israélienne. Et oui, cette manière de désavouer un journaliste publiquement, c'est assez inédit. Et par ailleurs, c'est aussi ce que je révèle dans mon enquête, mais ça faisait plusieurs semaines en fait que Mohamed Kassi exactement. Et en supporter fait, des pressions. C'est ça, absolument. Et en fait, c'est des échanges internes en fait à la rédaction de TV5 qui nous ont rapporté que que TV5 Monde faisait l'objet de pressions extérieures. Sur le cas de ce journaliste, Mohamed Kassi, et que pour ne pas complètement céder à ces pressions, la décision a été prise de le désavouer publiquement et de lui adresser un rappel à l'ordre, donc qui n'est pas une sanction disciplinaire à proprement parler, mais qui est une manière en gros de rappeler le journaliste à ses obligations professionnelles.
Oui, on lui reproche un manque de déontologie journalistique. C'est ça, absolument. On considère que le fait comme il l'a fait, semble-t-il, en gros, de rapprocher un peu les méthodes opérationnelles du Hamas et d'Israël, c'est abject, quoi. Alors, il n'y a pas qu'à T25 Monde que les débats éditoriaux sur la couverture de la guerre Israël-Palestine sont particulièrement vifs. Des journalistes de plusieurs médias ont raconté à Mediapart comment leur rédaction se divise sur le traitement du conflit israélo-palestinien. Tu l'as dit un peu plus tôt, c'est le choix des mots qui est au cœur des débats. Tu donnes aussi l'exemple de l'AFP où il y a une véritable crise interne. Ouais, carrément. À l'AFP, il y a une vraie crise interne. C'est qualifié comme tel à la fois par des communications internes, donc un communiqué du SNJ qui appelle justement pour régler ces conflits internes à la création d'un comité éditorial où tous les journalistes auraient voix au chapitre pour discuter justement de ces questions de terminologie. Mais oui, c'est une vraie crise interne qui a été un peu aussi, faut le dire, instrumentalisé, monté en épingle par certains journalistes de la rédaction qui étaient critiques sur la couverture de l'AFP et qui ont partagé leurs critiques à certains médias, ce qui est une manière un peu de laver son linge sale en public assez peu habituel à l'AFP. Et ça a commencé en fait avec un premier communiqué, première communication interne le 13 octobre, donc 5 jours après les attaques, 6 jours plutôt, après les attaques du Hamas sur le territoire israélien, où en gros le courrier d'ailleurs anonyme, pas signé, qui soulignait le fait que l'AFP avait un peu tergiversé dans sa couverture, n'avait pas saisi entre guillemets la gravité du moment et la singularité de ces attaques dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et aussi, c'est particulièrement attardé sur le fait que dans les articles que l'AFP transmet à ses clients, donc ses clients sont les médias, puisque l'AFP ne s'adresse pas directement au public, mais travaille pour les médias, le fait de ne pas mettre assez haut, de ne pas mentionner assez haut dans les articles la mention des massacres et des victimes des massacres du 7 octobre, et presque de mettre au même niveau à la fois les victimes des bombardements israéliens à Gaza et les attaques du Hamas sur le sol israélien. Tu donnes l'exemple aussi à France 24, où il y a des tensions, on peut peut-être évoquer le sujet France 24. Oui, absolument. La particularité aussi de France 24, c'est que c'est une rédaction en 4 langues, donc c'est-à-dire que en espagnol, en français, en arabe et en anglais. Et c'est ce que des journalistes m'ont rapporté. Effectivement, la rédaction arabophone était un peu faisait l'objet, on va dire, d'un regard particulièrement attentif. Il y a des soupçons qui pèsent sur la rédaction arabophone. Absolument. Et tout ça, encore une fois, c'était jusqu'à un certain moment des discussions internes, et jusqu'au moment où un journaliste, donc un chroniqueur politique de la chaîne arabophone, a partagé ses critiques, donc via un communiqué un courrier plutôt qu'il a adressé à tous les collaborateurs de la chaîne ainsi qu'à la direction, où en fait il considère que, et c'est les termes qu'il emploie, nous ne sommes pas neutres dans la couverture du conflit. Et il en veut pour preuve plusieurs éléments, à la fois la question de la terminologie, mais surtout des choix faits par la direction, notamment le fait de lui avoir commandé, en fait c'est ce qui rapporte, que sa chef lui a commandé en fait d'écrire un papier ou de faire une chronique sur les aveux de prisonniers du Hamas, des combattants du Hamas par l'armée israélienne. Et effectivement, il s'interroge en fait sur la valeur informationnelle de ces aveux qui ont probablement été obtenus sous la contrainte. Donc, parce qu'on ne traite pas, même c'est ce que rappelle la Convention de Genève, on ne traite pas comme une preuve probante des aveux de prisonniers. Et aussi, il rapporte le fait que, particulièrement, je reprends un peu, j'ai plus tout en tête, mais bien sûr. il évoque le fait que... Donc on met en cause l'impartialité déjà, donc des journalistes qui sont d'origine arabe ou perçus
Comme arabe. Et puis en fait, il souligne un autre épisode où en fait on a décliné, où la direction en fait s'est vue proposer par des journalistes, j'imagine, de faire l'interview de Craig Mokhiber, qui est en fait l'ex-directeur du bureau de New York du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et qui a présenté sa démission justement parce qu'il estimait que l'ONU n'en faisait pas assez pour dénoncer ce qu'il considérait comme un génocide à Gaza. Et donc la direction de France 24 a décliné cette interview en prétextant le fait qu'il avait eu des messages antisémites. Et donc voilà, c'est sur ces sujets-là que la tension s'est particulièrement cristallisée, quoi. Tu donnes vraiment beaucoup d'autres exemples, notamment à BFM. Hein. Tu as vraiment mené de longues investigations. Mais bon, j'invite celles et ceux qui nous regardent à vous plonger dans cet article très, très passionnant de Younes. J'ose une question un peu taquine. À Mediapart, comment vous faites coexister les positions divergentes sur le sujet, parce qu'on sait qu'elles existent? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est un peu tout le numéro d'équilibriste d'être journaliste média, donc c'est à la fois de traiter des autres rédactions et aussi d'avoir forcément un regard sur la sienne. Et effectivement, nous, comme d'autres rédactions, évidemment, on a été traversés par des débats, par des tâtonnements, je dirais pas des conflits. Enfin, j'ai le sentiment que ça s'est... parce que nous, voilà, notre conférence de rédaction, elle est ouverte à tous, aux journalistes comme aux non-journalistes. Et donc, ça permet à chacun, même si c'est forcément un peu intimidant, ça permet à chacun d'adresser des critiques s'il en a. Et évidemment que voilà, on a eu des tâtonnements, voilà, sur l'équilibre à donner à la couverture du conflit israélo-palestinien. Voilà, au début, il y a eu les massacres terribles dans les kibboutz commis par le Hamas sur le sol israélien. Et puis très vite, voilà, la riposte évidemment disproportionnée, aveugle et terrible de l'armée israélienne sur Gaza, dont 60% voilà, des victimes aujourd'hui à Gaza sont des civils. Donc évidemment que ça fait l'objet de discussions, et notre ligne de conduite, c'est voilà, de donner voix au chapitre à toutes les paroles, à tous les récits. Et à la fois, on a fait des reportages en Israël, on a eu plusieurs envoyés spéciaux, enfin des journalistes qui ont fait le déplacement en Israël pour raconter la situation. Et aussi on essaye, parce qu'évidemment l'accès des journalistes à la bande de Gaza est extrêmement difficile, voire impossible, et empêché par l'armée israélienne. Mais ça ne nous a pas empêché d'essayer du mieux qu'on peut de raconter ce qui s'y passe là-bas. Donc voilà. Mais je pense que le meilleur moyen d'assumer ces tâtonnements, c'est aussi de faire exister dans nos pages le débat qui existe sur les mots. Donc par exemple, on a fait plusieurs articles sur génocide. Est-ce que est-ce que c'est probant? Est-ce qu'on a raison aujourd'hui de se poser la question de si on qualifie ce qui se passe dans la bande de Gaza de génocide? Vous donnez la parole à un juriste, j'imagine. C'est ça, exactement. Enfin, en tout cas, voilà, on essaye de faire exister ce débat, et le débat qui existe dans les rédactions, on essaye de le faire exister dans nos pages, quoi. Ouais, foncez lire cette enquête de Younes Abzouz dans certaines rédactions. Le conflit israélo-palestinien échauffe les esprits. Je te propose de passer à ta deuxième enquête, un conflit israélo-palestinien. Une chape de plomb s'est abattue sur l'université française. 2 jours après l'offensive du Hamas du 7 octobre dernier, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, a adressé un courrier de mise en garde au président d'université et directeur d'institut de recherche. Quel est le contenu de cette missive, Younes ? Dans cette lettre, en fait, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fait mention de plusieurs cas de propos, on va dire, un peu problématiques. Ouais, elle parle d'associations, de collectifs, parfois d'acteurs de nos établissements, des actions et des propos d'une particulière indécence. Et par ailleurs, en fait, elle appelle dans ce même courrier les directeurs de recherche et les directeurs de laboratoire à faire remonter, donc à signaler tous les cas susceptibles de tomber sous le coup de ces écarts. Et ce qui a été évidemment interprété par beaucoup de chercheurs comme une manière de censurer, on va dire, de silencier les voix pro-palestiniennes, et aussi comme une forme de chasse aux sorcières. Oui, des universitaires ont interprété ce courrier comme un appel à la délation. Ils dénoncent un climat macartiste. Il y a d'ailleurs un témoignage d'un enseignant-chercheur qui explique qu'on est habitué à passer sur le gré de l'islamo-gauchisme aux attaques extérieures, mais aux dénonciations des collègues. Voilà, ça c'est une
C'est assez inédit, c'est assez rare. C'est ça. En fait, voilà, il y a deux choses. D'abord, le procédé, Oui. le fait dans le milieu de la recherche, évidemment que voilà, c'est un milieu qui, comme la société, n'est pas épargné aussi par des débats, etc. Mais le procédé, le fait d'adresser comme ça un courrier de dénonciation à la direction du CNRS, c'est quelque chose d'assez inédit dans le milieu de la recherche, et c'est ce qui a particulièrement ému la communauté universitaire, et qui aujourd'hui l'a fait se questionner sur le climat qui règne au sein de la communauté universitaire, savoir s'il n'y a pas effectivement un climat un peu macartiste où on chasserait un peu toute voix pro-palestinienne, et une situation qui me paraît particulièrement intéressante de ce point de vue-là, d'une chercheuse qui dit en fait toute prise de parole qui ne commencerait pas par la dénonciation du caractère terroriste du Hamas et la dénonciation aussi des actes qu'ils ont commis est d'une certaine manière suspecte. Oui. Face aux intimidations, diffamations et restrictions de la parole scientifique au sein des universités, plus de 1300 chercheurs et universitaires dénoncent dans une tribune publiée d'ailleurs sur Mediapart ce climat de menace qui engendre peur et autocensure au détriment de la liberté d'expression. Ils et elles souhaitent réaffirmer leur droit de pouvoir soutenir des causes et exprimer des solidarités à titre individuel comme tout citoyen. Et pourtant, un grand nombre d'universitaires optent pour l'autocensure. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire-là, c'est que beaucoup de chercheurs, en fait, quand je les ai interrogés, me resituent un peu l'histoire, on va dire, de cette chasse aux sorcières, et expliquent qu'au fond, en fait, ça n'a pas exactement démarré sur le conflit israélo-palestinien. En fait, il y avait des premiers signes de censure et de censure et d'autocensure déjà, en fait, dans les propos qu'avait tenus à l'époque du quinquennat Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, qui dénonçait en fait la culture de l'excuse en parlant des sciences sociales, donc qui nie au fond l'essence même des sciences sociales, qui est de se questionner et d'interroger sur toute attitude, tout acte, tout comportement, même les plus abjects. Manuel Valls expliquait, c'est déjà vouloir un peu s'excuser, c'est devenu presque une jurisprudence qui a gagné le milieu académique. Exactement, et depuis voilà les propos de Manuel Valls, et puis s'en est suivi ensuite la fameuse enquête lancée par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, exactement, qui a lancé en fait une enquête sur l'islamo-gauchisme, dont on s'est rendu compte qu'en fait elle n'avait jamais été lancée, précisément parce que tout le monde au sein du milieu universitaire se pose la question de savoir ce que ça veut dire islamo-gauchisme. Enfin, c'est un terme qui n'a évidemment pas cours dans le milieu universitaire, qui emprunte à l'extrême droite en plus. Emprunté à l'extrême droite, et qui est un terme, pourrait-on dire, un peu médiatique, certainement pas universitaire. Et voilà, en fait, c'est tout ça qui amène aujourd'hui, qui conduit à la situation qu'on connaît, où les voix pro-palestiniennes. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant dans cette histoire, c'est le fait que voilà, il y a un certain nombre de chercheurs, sans les nommer, mais on peut citer comme exemple une chercheuse qui s'appelle Bergeau-Blaclair, et qui effectivement a dénoncé publiquement, donc sur le réseau social X, l'attitude d'une chercheuse, Stéphanie Lett Abdallah, qui en fait avait pris la parole, a été invitée sur le plateau de LCP, où elle a eu le droit à un échange particulièrement musclé, en fait, parce que les journalistes sur le plateau lui reprochaient de ne pas vouloir faire de rapprochement entre Daesh et le Hamas, et elle, avec son regard de chercheuse et d'historienne sur la Palestine, a expliqué que oui, effectivement, même si peut-être les deux pouvaient partager des modes opératoires terroristes, au fond, c'est des groupes quand même très différents, puisque l'un opère sur des théâtres d'opération étrangers, une forme de projection à l'étranger, donc voilà, des attentats en France, en Europe, alors que le Hamas n'a jamais été plus loin que Israël et Palestine, quoi. Et elle a dénoncé donc sa collègue. Elle l'a traité en fait d'islamiste. Même d'antisémite, elle avait jugé ses propos antisémites. Ouais. Et elle a pas. Enfin, ça fait plusieurs mois qu'elle tient des propos de cet ordre-là, qu'elle met en cause directement certains de ses collègues, parfois en les jetant un peu à la vindicte de l'extrême droite. Effectivement, des menaces de mort. Exactement. Et que le CNRS, en tout cas, tarde à prendre des sanctions contre elle. Et effectivement, dans le cas de la chercheuse dont on raconte l'histoire avec ma collègue Lucie Delaporte, qui est au CNRS et qui en fait se voit aujourd'hui visée par une procédure disciplinaire parce qu'elle a partagé un communiqué de solidaire qui évidemment polémique
peut-être problématique, qui en gros assimilait le Hamas à la résistance palestinienne. Et pour avoir partagé ce communiqué et avoir apporté son soutien, aujourd'hui, elle fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a été commandée un peu de manière express. Là, elle va devoir répondre de ses actes début décembre. Parce qu'elle s'était un peu désolidarisée quelque part pour se protéger, mais c'était trop tard, les poursuites disciplinaires. Elle s'est ensuite désolidarisée, mais c'était trop tard en fait. Et voilà, elle devra répondre de ses actes en conseil de discipline, alors que d'autres chercheurs qui jettent en pâture leurs collègues sont pour l'instant pas tellement inquiétés. La répression touche aussi les syndicats. C'est ça, absolument. Ouais, c'est ce qu'on raconte aussi dans notre enquête avec Lucie Delaporte. C'est que effectivement, en fait, à l'université Savoie-Mont-Blanc, la section CGT de l'université en fait a été exclue de la liste de diffusion mail qui s'adresse en fait à tous les personnels de l'université, donc à la fois les universitaires mais aussi les secrétaires, les personnels administratifs, a été suspendue en fait de cette liste pour avoir relayé des appels à manifester pour demander un cessez-le-feu. Appel à manifester qui avait par ailleurs été interdit par la préfecture. Et c'est quelque chose, évidemment, c'est un tour de vis quand même, encore une fois, assez inédit. Et ce qui est particulièrement intéressant, encore une fois, c'est que les membres de la section CGT de l'université Savoie-Mont-Blanc m'ont indiqué que ça fait des années, en fait, la justification qu'apporte l'université, c'est de dire, en fait, faire un appel, propager un appel à manifester, c'est dépasser le cadre de l'action syndicale. Mais par ailleurs, pendant la réforme des retraites, le débat sur la réforme des retraites, beaucoup de groupes syndicaux ont diffusé en fait des appels à manifester contre la réforme des retraites. Donc, et ça n'avait pas posé de problème. Ça n'avait pas posé de problème. Donc évidemment que les listes syndicales sont régulièrement l'objet de ce genre de communication évidemment politique. Enfin voilà, ça fait partie évidemment de l'exercice syndical. Et là précisément, sur ce sujet, ça montre bien au fond que les directeurs d'université, puisque c'est le président de l'université qui a pris cette décision, en fait, au fond, suivent l'ordre de la ministre et sont particulièrement attentifs à toute expression pro-palestinienne. Alors, on n'aurait jamais parié sur la restriction de la liberté d'expression et de la liberté syndicale dans le milieu universitaire, ou du moins de manière aussi assumée, mais le cabinet de Sylvie Retailleau prétend l'inverse. Elle assure que ces libertés sont garanties. C'est ça. Effectivement. Vous avez contacté un cabinet. C'est ça. On les a contactés et effectivement, ce qu'ils nous disent pour être tout à fait transparent, en fait, eux recensent en fait une dizaine de cas qui ont fait l'objet d'une remontée d'un signalement auprès de leur service. Et effectivement, eux, ce qu'ils soulignent, c'est qu'ils restent très attachés à la liberté d'expression, aux libertés académiques, et qui s'inquiètent et visent seulement et uniquement les propos qui sont contraires à la loi. Sans recourir au juge pour autant. Donc, sans recourir au juge, exactement. Et c'est des décisions arbitraires. C'est ça, au fond. Et du coup, voilà, qui juge d'un... tant qu'il n'y a pas eu de poursuite, que la justice n'a pas tranché sur le propos en question, c'est vrai que on est un peu sur une ligne de crête où... qu'est-ce qu'on juge être contraire à la loi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et par ailleurs, c'est ce que soulignent aussi les membres de la section CGT de l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est que cette attitude, au fond, elle pose quand même un certain nombre de questions, puisque on décide d'écarter certains de la liste syndicale et certaines organisations, elles peuvent continuer à exercer leurs droits. Et comment est-ce qu'on juge de ça si effectivement les propos sont considérés comme contraires à la loi? Pourquoi ne pas avoir fait un signalement auprès du procureur, comme le courrier de la ministre invite à le faire? Et pourquoi en fait prendre cette décision jugée arbitraire de suspendre le syndicat de la liste de diffusion? Oui. C'est une excellente question. Vous pouvez peut-être trouver des éléments de réponse dans cette enquête. Je vous invite encore à aller lire l'enquête de Younes Abzouz. Dans certaines rédactions, le conflit israélo-palestinien échauffe les esprits. Et la seconde enquête que tu as écrite avec Lucille Delporte, c'est Delaporte, voilà, c'est ça, intitulée Conflit israélo-palestinien, une chape de plomb s'est abattue sur l'université française. Merci beaucoup Younes Abzouz d'être venu sur ce plateau pour parler de tes deux enquêtes, et merci également à vous, chez vous, de nous avoir regardés.